Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, nous allons revenir aujourd'hui sur le projet de Guy Turcotte, pas pour commenter sa condamnation, il a été, rappelons-le, déclaré coupable des meurtres non prémédités de ses enfants, mais plutôt pour se pencher sur le rôle des experts scientifiques au sein des tribunaux. Cette affaire criminelle a mis en évidence la délicate tâche de l'expertise et de l'interprétation des affirmations des experts, particulièrement lorsque cet expert est psychiatre. Quelles sont les qualifications et les qualités du témoin expert sollicité à la Cour? Quelles sont les causes les plus propices à requérir de l'expertise scientifique? Quelle influence possède cet expert sur le déroulement et sur l'issue du procès? L'expertise scientifique au tribunal suscite de nombreuses questions et il nous semble important également de nous intéresser à la procédure qui encadre les déclarations de ces experts. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons tenter de mettre en lumière les enjeux et les précautions à prendre lorsqu'un expert est appelé à la Cour. Nous sommes en compagnie tout d'abord de Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialiste en droit médical et professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Merci. Et nous rejoignons M. François Sestier, directeur du programme de médecine, d'assurance et d'expertise en sciences de la santé à l'Université de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous les deux. On va commencer peut-être par se demander quelles sont les causes les plus propices à requérir de l'expertise scientifique. Maître Ménard. Il s'agit de toutes les causes où le juge n'a pas une connaissance particulière du domaine et pour laquelle, effectivement, il faut introduire devant le juge pour lui permettre de décider des connaissances scientifiques ou techniques pour l'aider à rendre sa décision. Donc, le rôle de l'expert, c'est de donner au juge, si on veut, son opinion par rapport à une question scientifique ou technique sur laquelle le juge lui-même ne connaît pas ces choses-là. Ça peut être dans différents tribunaux et dans différents disciplines. C'est très, très large. Ça peut être au niveau des vices cachés, au niveau de la construction, ça peut être au niveau de l'état mental d'une personne, ça peut être au niveau de l'analyse des livres comptables, ça peut être... C'est très, très vaste et c'est dans toutes sortes de litiges et devant tous les tribunaux. Oui. Quel est le rôle d'un témoin expert au sein d'un procès? C'est vraiment d'éclairer le tribunal. Donc, de donner au tribunal, de donner au juge, si on veut, des opinions par rapport à un domaine scientifique ou technique particulier. Donc, c'est vraiment d'éclairer la cour. Le témoignage de l'expert ne lit pas la cour. L'expert lui fournit des connaissances supplémentaires pour l'éclairer ou lui permettre de décider en pleine connaissance de cause à partir d'une trame de faits que le juge a à analyser. Donc, c'est un témoin supplémentaire. Oui, on l'appelle d'ailleurs le témoin expert, à la différence du témoin ordinaire. Le témoin ordinaire, lui, témoigne que des faits dont il a personnellement connaissance. Le témoin expert, lui, ne connaît pas le détail de ces faits-là, mais le témoin expert témoigne de l'état des connaissances ou de la science par rapport aux questions qui sont en litige devant le tribunal. Il peut donner des opinions, contrairement aux témoins de faits qui ne peuvent pas le faire. Oui. Monsieur Sestier, vous êtes... Oui, bonjour. Vous êtes donc dans le programme de médecine d'assurance. En assurance ou en santé, est-ce qu'on a besoin d'une expertise ou de plusieurs expertises particulières? Je suppose que oui. Oui, il y a plusieurs expertises. On peut distinguer grosso modo les expertises en invalidité où, par exemple, un individu se déclare, pense qu'il est invalide, qu'il ne peut pas travailler, et son employeur pense qu'il devrait pouvoir travailler, ou son assureur, et il y a un litige entre employeur ou assureur et le travailleur. Et là, un expert peut trancher en disant il est apte ou il n'est pas apte, et s'il est apte, est-ce qu'il y a des restrictions fonctionnelles. Ça, c'est peut-être au Québec, 90% des expertises, ça va être dans ce domaine-là, vraiment l'invalidité. Un domaine qui est beaucoup plus rare, mais qui est quand même très important, c'est la responsabilité médicale. Alors, c'est là où Maître Ménard est vraiment l'expert du côté de la demande des familles. Et parce que quand il y a une faute médicale, les médecins sont assurés. 90% des cas, je pense pas que ce sont des statistiques, mais ça se règle hors cours. Mais dans quelques cas, la cause va aller en cours parce qu'il y a des experts de chaque côté. Il y a un expert qui dit qu'il y a faute, l'autre expert dit qu'il n'y a pas de faute médicale. Alors c'est le juge qui va trancher. Les autres expertises donc parler de mettre
de Dr. Turcotte, c'est les droits criminels. Lorsqu'il y a, alors là, c'est un expert qui va dire, par exemple, si quelqu'un avait ses facultés, toutes ses facultés, lorsqu'il a commis un acte, par exemple, comme l'a fait Dr. Turcotte. Alors, c'est un peu les trois types d'expertise. Et pour chacun, on a besoin le médecin expert a besoin d'être indépendant, même s'il est engagé par une partie. Le gros problème qu'on a avec la formation, c'est que la plupart des experts, quand ils arrivent, pensent qu'ils sont là pour aider l'avocat à gagner sa cause. C'est pas le rôle de l'expert. Nous, c'est le leitmotiv. On dit dans mon cours qu'il y a beaucoup de redondances, mais les redondances sont voulues. On répète sans arrêt que l'expert doit être indépendant. Il est là pour éclairer la cour, pour éclairer les parties, et non pas pour aider un avocat à gagner sa cause. Quand un avocat me dit « vous m'aidez pas », je ne suis pas là pour vous aider, mais je suis là pour vous éclairer. Moi, je connais la médecine, je connais très bien le domaine duquel vous me parlez, et je vous donne mon opinion. Oui, mais vous ne m'aidez pas à gagner ma cause. Je ne suis pas là pour faire gagner la cause d'un avocat, je suis là pour éclairer le tribunal. Alors, c'est là où l'expert doit vraiment avoir reculer un peu peut-être et penser c'est quoi la médecine, c'est quoi la science, c'est quoi par exemple, quand on vient au cas Turcotte, il y avait deux experts qui avaient une position radicalement opposée. Pour moi, à la limite, ça ne devrait jamais arriver, ça. Les experts devraient avoir des nuances entre eux, mais pas des des opinions aussi dramatiquement opposées, hein, qui dit qu'il est coupable, qu'il n'a pas ses facultés, et l'autre qu'il a ses facultés. Alors, on apprend vraiment à nos experts à être indépendants et aider le tribunal. Et je pense que c'est même dans le nouveau code de procédure, Maître Ménard pourra peut-être surenchérir là-dessus, que l'expert est là pour aider le tribunal et non pas pour aider une partie. Oui, Maître Ménard, comment l'expert peut-il rester indépendant? Mais c'est une question d'abord d'intégrité personnelle. Alors, normalement, l'expert, comme le docteur Ceci dit, est là pour éclairer. Les premiers qui vont éclairer, ça va d'abord être l'avocat. Alors, moi, je demande toujours à mes experts, docteur, donnez-moi l'heure juste. Par exemple, en responsabilité médicale, effectivement, il faut toujours avoir des expertises pour établir d'une part s'il y a une faute. Une faute, ça, c'est une contravention aux règles de l'art. Le juge ne connaît pas les règles de l'art médical. Il ne sait pas comment est-ce qu'on va diagnostiquer un infarctus, comment est-ce qu'on va accoucher un bébé. Alors, donc, ça prend un expert pour venir lui expliquer de quelle manière ça se fait, d'une part. Puis deuxièmement, si dans le cas sous étude, on a respecté ou pas les règles de l'art. Alors, ça prend absolument un expert pour faire ces choses-là. Alors, l'expert, la première qualité, c'est d'abord l'intégrité. Alors, il faut donc que l'expert, effectivement, soit honnête, puis soit évidemment compétent. Compétent, ça veut dire qu'il connaît bien les normes scientifiques, connaît bien la littérature scientifique, connaît bien les aspects cliniques de son problème. Et après ça, qu'il soit capable, effectivement, de l'expliquer à la cour. Alors, donc, essentiellement, toutes les règles absolues, c'est que l'expert nous donne l'heure juste. S'il n'y a pas de cause, on n'en fait pas. Si on a une, on l'a fait. On ne dit jamais à un expert, docteur, trouvez-nous une cause. Comme en défense, on ne devrait pas demander à un expert, docteur, prendre parti, finalement. Est-ce qu'on peut défendre ça à n'importe quel prix? Alors, donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et professionnel avec ça. Mais l'expert lui-même, on s'attend à ce qu'il soit honnête, qu'il nous guide bien et qu'il nous donne l'heure juste aussi. Parce que l'expert qui nous induit en erreur lors du procès, ça risque d'éclater lors du procès. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit un bon vulgarisateur aussi? Parce que, justement, les jurés, et même le juge ou les autres avocats, ils n'ont pas cette expertise-là. Comment? Bon vulgarisateur et bon communicateur. C'est plate à dire, mais il y a une composante théâtrale dans les procès. Moi, j'ai vu des fois de brillants experts très solides, mais de mauvais communicateurs, mauvais vulgarisateurs, qui fait que le tribunal va des fois tenir l'opinion de l'autre expert qui dit des faussetés, mais de façon très convaincante. Alors, on est pris avec ça. On est pris que c'est des limites du système judiciaire, c'est des limites de l'humain. Alors, mais on va toujours insister pour que l'expert soit capable de bien communiquer sa pensée, bien simplifier les choses pour que le juge comprenne bien et les parties comprennent bien aussi. Alors, c'est malheureusement pas tout le monde qui a cette qualité-là, mais ça se développe, ça s'apprend aussi. Monsieur Sestier, que dites-vous à vos... Je pourrais surenchérir dans notre domaine. Dans notre cours, un atelier de vulgarisation, justement, auquel Maître Ménard participe, où on vulgarise devant
des avocats ou des juges de la Cour supérieure ou des tribunaux administratifs, parce qu'il y a un niveau de vulgarisation qui est différent selon le type du tribunal. Quand on est à la commission des lésions professionnelles pour les accidents du travail, tout le monde qui siège sur le banc, enfin le commissaire, le juge administratif qui siège sur le banc est très habitué, il traite que des affaires médicales. Donc on vulgarise moins que dans une cause civile, un tribunal civil. Quand on va en cour supérieure, j'ai parlé de ça il y a 4 ans au juge de la Cour supérieure qui avait une retraite sur l'expertise. Et lors du repas de midi, je leur ai demandé combien de causes médicales entendez-vous par année. Et en moyenne, autour de la table, ils me disaient c'est 2, 1 à 2. Alors autrement dit, les juges vont traiter de problèmes médicaux 1 ou 2 fois dans l'année. Alors il faut vraiment vulgariser énormément en cours supérieure et encore plus avec le nouveau code de procédure civile où l'expertise doit être limpide. On ne doit pas l'expliquer, l'expertise en cours quand on témoigne. Il faut qu'elle soit limpide dans sa forme écrite. Quelle influence possède cet expert sur le déroulement et l'issue du procès? Parce que c'est ça, l'expert, c'est lui qui a la connaissance, non? Ce qui arrive, c'est que d'abord, le juge n'est jamais lié par la preuve d'expert. Okay. Il est libre de croire un ou l'autre des experts. Dans son jugement, il va toujours dire pourquoi il a préféré tel expert plutôt que tel autre. D'habitude, l'expert qui va être le plus crédible, c'est lui dont l'opinion colle le plus aux faits. C'est lui qui a l'expertise ou l'expérience la plus solide par rapport au problème en question. C'est lui dont l'opinion est le mieux appuyée par des références scientifiques. C'est lui dont le témoignage va apparaître au juge comme étant le plus objectif. Les juges le disent souvent. J'écarte le docteur Riedel parce que son opinion parce que il me semblait davantage témoigner pour la partie que pour vouloir éclairer la cour. Ou tel autre, on va dire, je préfère l'image de tel autre parce que lui, toutes ses opinions étaient bien appuyées par de la littérature scientifique. Alors donc, c'est des facteurs. Puis il y a évidemment le facteur un peu théâtral aussi, là, mais les principaux éléments, c'est des éléments quand même substantiels qui fait que le témoignage de l'expert passe ou passe pas. Oui. Maître Ménard, vous dites les batailles d'experts, c'est un mythe. Dans la majorité, les experts s'accordent. Expliquez-nous, parce que dans dans la vraie vie, okay? Oui. D'abord, nous, dans 100% de nos dossiers, c'est nous prendre des experts pour évaluer d'abord s'il y a une cause, puis évaluer, puis parce qu'une fois qu'on a trouvé une faute, qu'on a identifié une faute, il faut regarder est-ce qu'elle est causale, est-ce qu'elle explique le dommage. Donc, des fois, ça va prendre une deuxième expertise pour un cas de cancer non diagnostiqué en temps utile. Donc, un médecin de famille, par exemple, qui ne suit pas bien une masse au sein. Alors, donc, ça va prendre un généraliste pour établir que le médecin de famille n'a pas fait son suivi. Ça va prendre un oncologue ou un chirurgien-oncologue pour établir quel aurait été le pronostic ou le traitement. Oui. Là, s'il y a des dommages psychologiques, incapacité de travailler, peu importe, d'autres sortes d'experts. Les batailles d'experts, ils sont rares, effectivement, parce que quand l'expertise est bien faite, comme le docteur Cécile disait, dans une grande majorité de cas, les experts des deux côtés arrivent au même résultat. S'ils se réfèrent à la même littérature, s'ils ont des expériences pratiques qui se ressemblent, puis une question qui sont également honnêtes, ce qui est mal fait est mal fait, puis ce qui est défendable est défendable aussi, là. Alors, les cas où on a une bataille d'experts à court, c'est vraiment quand les experts divergent d'opinion. Parce que les gens pensent toujours que la médecine, c'est une science qui est parfaitement exacte. Tout est noir et tout est blanc. Or, vous seriez fasciné, puis le docteur Cécile va sûrement me confirmer là-dessus, de voir à quel point, parfois, c'est gris pâle et gris foncé. Il y a des situations qui sont très claires d'un côté du spectre, de l'autre côté du spectre, mais il y a d'autres situations, on est au milieu. Puis je dirais que c'est celles-là qui sont les plus litigieuses, qui peuvent donner lieu à des batailles d'experts. C'est très rare que sur le noir et blanc, les experts vont s'obstiner. On va plus s'obstiner quand on est dans des teintes pastel, là. Oui. Monsieur Sestier, vous avez mis sur pied un micro-programme donc à l'Université de Montréal, une formation à la médecine d'assurance et l'expertise en sciences de la santé. Expliquez-nous un petit peu comment vous formez vos étudiants justement pour que ce soit les meilleurs experts. On les forme un peu pour tous les aspects un peu de la médecine d'expertise. D'abord, il y a beaucoup qui abordent le cours en pensant qu'ils sont des bons experts. Il y en a qui refusent même de suivre le cours pour faire des bons experts. Je vais prendre un exemple d'un spécialiste qui a refusé pendant 10 ans, qui a de très bonnes amies, qui a refusé de suivre mon cours. D'un coup, je fais de l'expertise, j'attends, je sais pas. Mais il s'est fait prendre avec deux collègues de la même spécialité. Et ils ont chacun pris un barème différent pour évaluer quelqu'un qui avait été blessé.
il y avait un barème par cours. Alors, c'est la cour supérieure, c'est le guide américain, etc. Et ils ont réuni les trois experts et ils ont dit, bon, ben, on va utiliser chacun barème, on va faire la moyenne des 3 barèmes. Mais le maximum des 3 barèmes n'est pas le même. Pour la CCST, c'est plus que 100%. Alors, c'est absolument ridicule de faire ça. C'est une ignorance flagrante d'abord de la destinée, de la vocation et de l'aspect social même de certains barèmes. Alors, on enseigne donc les barèmes, comment évaluer la validité. On enseigne, une fois de plus, je reviens sur l'éthique, parce que ça revient tout le temps. L'expert est là pour vraiment éclairer la cour. Ensuite, les connaissances. Il doit avoir des connaissances sur les barèmes, c'est-à-dire comment évaluer le taux d'invalidité d'une personne qui est invalide. Ensuite, il doit connaître les organismes avec qui il travaille. Alors, la CSST, la SAQ, la FIDERANT demandent des experts, mais il faut savoir quelles sont leurs attentes et bien y répondre et connaître leur barème. Il y a des règles qui s'appliquent dans un barème qui ne s'appliquent pas dans l'autre. Ensuite, on doit apprendre à l'expert également de bien motiver son opinion, c'est-à-dire bien choisir la littérature. Je reviens un peu sur ce que Maître Ménard disait, le bon expert et le mauvais expert. Ce qui est le plus subtil et ce qui est plus pénible, je pense, pour la cour et pour les causes qui perdurent, qui ne devraient pas exister finalement, des causes que moi j'appelle futiles, c'est qu'un expert qui raisonne très bien mais sur des prémices qui sont fausses. Il a sélectionné des faits qui l'arrangent pour soutenir l'opinion de l'avocat qui l'a engagé. Et il va faire de la même façon pour la littérature. Il va prendre dans la littérature ce qui l'arrange. Il va ignorer peut-être une opinion publiée qui est prépondérante, qui est acceptée par toute la communauté médicale, et prendre un petit papier publié dans une obscure revue que personne ne lit, parce que ça soutient son opinion. Maître Ménard, je voudrais pour terminer juste que vous me disiez très vite la différence entre vérité scientifique et vérité judiciaire. Dans le domaine des sciences, on va dire, par exemple, que quelque chose est prouvé lorsque c'est établi 90% ou plus. Autrement dit, on est, dans le domaine scientifique, on est presque à la quasi-certitude. Au niveau civil, en matière juridique, c'est la probabilité 50% plus 1. Donc, c'est un fardeau de preuve qui est moins lourd que le fardeau de preuve scientifique. Mm-hmm. Les tribunaux ne sont pas astreints au fardeau de preuves scientifiques. Alors, c'est un fardeau qui est plus léger, ou parfois même si quelque chose ne se prouve pas scientifiquement, on peut quand même l'établir en termes de probabilité civilement aussi. Alors donc, c'est une fardeau de preuve qui est un petit peu moins lourde. Oui, ça bat le même poids. Donc, je vous remercie beaucoup à tous les deux. On était en compagnie de Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialiste donc en droit médical et professeur à l'Université de Sherbrooke, et en compagnie de François Sestier, directeur du programme de médecine d'assurance et en expertise en sciences de la santé à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux. Nous sommes en compagnie d'Yvan Dutil, qui est physicien, tuteur à la TELUC et chercheur indépendant. Il a été témoin expert en raison de son expérience en modélisation et en analyse de données. Il a été aussi longtemps scientifique blogueur à l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous été appelé à être expert? Expliquez-nous. C'est arrivé par accident. En fait, pour la plupart des gens qui ne sont pas des professionnels la science légale, c'est par accident que ça se produit. J'ai enseigné au cégep à une certaine époque et il y avait un de mes étudiants, même pas de mes étudiants, des étudiants du cégep dont son avocat il avait dit, écoute, il faudrait que tu vois un physicien pour faire une démonstration qui était un truc assez simple de capacité d'accélération de voiture. Et j'ai commencé comme ça, puis le même bureau d'avocat m'a appelé à quelques reprises. À un moment donné, j'ai fait un petit peu de publicité, puis là, j'ai eu d'autres demandes dans d'autres dossiers qui étaient étaient plus sophistiqués là, en analyse de fichiers audio pour vérifier des manipulations ou des choses comme ça. Oui. Quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut développer pour être un expert efficace? Est-ce qu'il faut être un bon vulgarisateur, par exemple? Oui, certainement, ça aide. Les règles en droit sont particulières dans le sens qu'il faut vraiment faire très attention à bien cerner le problème. Il faut pas, par exemple, c'est interdit de spéculer. On peut pas spéculer. Les hypothèses ne sont pas recevables en cours, ni
les oui-dire, donc il faut quand même être très rigoureux dans ce qu'on fait, puis être bien conscient de prendre le temps de s'assurer que le juge, en fait, parce que c'est à lui qu'on s'adresse, ait bien compris nos explications. D'ailleurs, c'est dans la doctrine de droit au Canada que le témoin expert doit prendre vraiment le temps d'expliquer au juge le fonctionnement des choses. Oui, être témoin expert, ça doit être éprouvant physiquement et mentalement parce qu'il faut témoigner, remplir de longs rapports. Il y a aussi la réputation de l'expert qui pourrait être remise en cause. Comment le vivez-vous? Le plus dur, c'est de se faire admettre comme expert. Ah, pourquoi? C'est parce que c'est pas automatique. Dans une cause, c'est toujours c'est le juge en fait qui prend toujours la décision finale si on est admissible ou pas, et le juge lui doit décider si on a l'expertise pertinente au dossier, parce qu'on témoigne pour aider la cour. Et dans tous les cas, moi je travaille beaucoup pour les procureurs de la défense, mais le procureur de la couronne essaye de démontrer qu'on est complètement incompétent pour faire le travail. C'est souvent à cette étape-là que c'est difficile. Une fois qu'on a été dans une cause, on peut quand même faire valoir ça dans une autre cause sur un sujet équivalent. La difficulté, c'est que moi, souvent, je veux faire des trucs nouveaux que j'ai pas fait avant, donc je dois montrer que j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est toujours, comme dans le cas de l'analyse du fichier audio, un truc que j'avais jamais fait. J'ai pas vraiment de formation dans le domaine, sauf que j'ai des compétences en analyse de données et en traitement de signal. J'ai expliqué au juge ce que j'avais fait et que j'ai dit que moi, je n'ai pas fait ces types d'analyses-là car ce ne sont pas dans mes compétences, et j'ai bien cerné qu'est-ce qui était le cadre de mes compétences. Donc, à ce moment-là, le cadre de mon analyse aussi, il faut expliquer toujours ça, parce que, évidemment, ça finit plus à un moment donné, là, mais on essaye, dans le domaine du possible, de bien cerner quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a fait comme analyse, puis qu'est-ce que ça apporte à coup. Oui, c'est ça. Hein. C'est la démarche d'expertise qui mobilise vos connaissances de chercheur. Elle vous oblige aussi à être à jour et aussi à vous intéresser au processus judiciaire, n'est-ce pas? Je fais toujours une recherche dans la littérature scientifique sur Internet. Il y a des trucs particuliers, par exemple, en physique légale, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas publiées de façon officielle. Contrairement, dans bien des domaines, on va trouver plein de choses dans la littérature scientifique, mais quand c'est les performances de radar de police ou d'une voiture, ben c'est pas de la littérature scientifique, c'est de la littérature grise. Alors il faut, j'ai qu'un procureur de la couronne que j'ai essayé de jouer là-dessus, mais j'ai dit écoutez, c'est la seule source d'information. Et j'ai parlé à des gens qui font de l'ingénierie légale, c'est la même chose pour tout le monde a le même problème, c'est de l'information qui n'est pas publique. Donc il faut fouiller sur Internet, les groupes de discussion pour trouver des informations parfois pertinentes. L'autre chose qui est important aussi, c'est qu'il y a des trucs, par exemple, en droit, qui n'ont pas le même sens qu'en science. C'est-à-dire? Et là, il faut, par exemple, l'incertitude de la mesure en science, ça a un sens précis, mais en droit, n'a pas du tout le même sens. On ne peut pas utiliser l'argumentaire qu'une mesure est imprécise pour utiliser comme doute raisonnable. En tout cas, pas au Canada, pas de toute façon, il n'y a pas de définition très précise de ça. Donc, à moins que ce soit particulièrement imprécis, le juge considère que la valeur affichée par un instrument de mesure est la bonne valeur sans incertitude. Comment ça se passe concrètement une journée à la cour? En fait, c'est comme tout le monde qui est passé par là trouve ça pénible. Typiquement, on arrive le plus tôt possible le matin pour parler avec l'avocat, parfois voir le client, parce que souvent je ne l'ai jamais rencontré avant. J'essaye de ne pas parler au client dans la mesure du possible avant le procès pour ne pas le contaminer. Donc, il pose un minimum de questions. Ensuite, on attend. On a une heure habituellement prévue pour passer en cours. Quand on est chanceux, ça commence à l'heure prévue, mais il peut y avoir d'autres phénomènes, d'autres procès qui embarquent et qui ont dans les petites cours qui vont nous décaler dans le temps. Il peut y avoir des ajournements en cours de journée. Donc, on peut passer la journée au complet puis à attendre de pouvoir parler. Ça, c'est ce qui est le plus pénible. Et il y a beaucoup de discussions entre les avocats, le procureur, le juge, avant même qu'on ait la chance d'aller à la barre et témoigner. Cette phase-là est assez stressante parce qu'on réfléchit
on réfléchit beaucoup à ce qu'on va dire et on essaye aussi, quand il y a des témoins qui passent avant, de noter ce qu'ils disent pour voir si ça corrobore ce qu'on a comme hypothèse. Parce que moi, quand je fais certaines analyses, j'ai juste un rapport de police et j'ai pas nécessairement, dépendant du moment où, quand je fais mon analyse, je me base sur ce que j'ai comme information. Et là, s'il y a d'autres témoins qui passent avant moi, ben ça peut changer un petit peu ce que j'ai à dire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ces choses-là. Et on essaye vraiment on se fait une espèce de scénario dans sa tête, qu'est-ce qu'on va dire, dans quel ordre, là, pour être le plus précis possible. Oui, est-ce que les réalités du processus judiciaire que vous décrivez peuvent pervertir l'idéal scientifique? Parce qu'ici, il y a une fin, gagner un procès, et l'objectif de gagner la cause. Donc, on se retrouve peut-être entre l'arbre et l'écorce en conflit, là, entre la poursuite de la vérité et les objectifs poursuivis par l'une ou de l'autre des parties. En théorie, en fait, on travaille toujours pour la cour, mais c'est toujours le client qui paye. Hein. Fait que les rapports, sans être faux, peuvent être toujours un peu alignés dans le sens qui est plus favorable au client. Il faut aussi prendre en compte qu'on ne peut pas non plus, dans certains cas, il peut y avoir contre-expertise. Dans la mesure du possible, on essaie d'être le plus rigoureux possible. Et on se borne là à ce qu'on est capable de faire, ça évite les problèmes. Si on lit la jurisprudence, les cas où il y a eu des problèmes avec les experts, souvent, c'est quand les experts sont allés dans de l'opinion personnelle. Mm-hmm. Donc là, c'est là qu'il peut y avoir un deuxième expert qui dit quelque chose contraire. Et là, ça nous met dans des situations un peu délicates. Un peu conflictuelles. L'autre chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de droit au Canada sont moins restrictives qu'aux États-Unis pour la preuve scientifique. On est au niveau qu'étaient les États-Unis il y a une vingtaine d'années, parce qu'aux États-Unis, une preuve scientifique n'est pas acceptable si on ne peut pas fournir une information sur son taux d'incertitude, son taux d'erreur. Au Canada, on n'en est pas là. Donc ça change beaucoup la dynamique. Là. Parce qu'il y a eu des cas, des méthodes qui étaient supposément éprouvées aux États-Unis qui ont montré qu'il n'était pas... qu'en pratique, quand on n'a pas calculé les taux d'erreur, quand on a commencé à calculer les taux d'erreur, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus erroné que ce qu'on avait laissé croire. Que l'expert avait laissé croire. Hein. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie d'Yvan Dutil, physicien tuteur à la TELUC, chercheur indépendant et aussi témoin expert dans certaines causes et scientifique blogueur à l'agence Science Presse. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Vital Côté, à la recherche Naïma Asser. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM, sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre bien sûr sur Twitter. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent.